parce que c'est la fin de la Ve République. Le drame, c'est pas tant la fuite des riches, c'est la fuite des futurs riches, des jeunes qui veulent entreprendre et qui se disent mais attends, si je déménage et que j'ai une entreprise qui vraiment fonctionne, je peux économiser des millions. Scale Club, ça va être d'abord une plateforme sur laquelle on a sélectionné 40 spécialistes, experts qui vont être des intervenants et qui vont couvrir tout le scope du business de A à Z. Et c'est la boîte à outils dont moi j'aurais vraiment rêvé pouvoir disposer pendant que j'étais entrepreneur. Ouais, pareil. Une fois que tu as déjà créé une boîte, tu es un peu obsédé par ok, c'est quoi ma prochaine boîte? Et je pense que c'est pas la bonne manière de faire en fait. Scaler, c'est casser la linéarité, c'est faire plus de business sans forcément mettre plus d'humains derrière. Donc, je suis parti le 28 février 2024 et le 1er mars, j'ai lancé mon activité de coaching. Je me disais plus jamais je remonterai une boîte. J'avais tellement souffert, ça avait été tellement dur, j'étais un peu traumatisé. Quand on me posait la question, je disais non, moi je remonte plus de boîte. Il y a des étapes que tous les entrepreneurs connaissent. La première fois qu'on ose parler de son idée à voix haute, la première facture encaissée, la première embauche, et ce mélange étrange de fierté et de peur quand soudain ce qu'on a créé commence à nous dépasser. C'est là que beaucoup se brûlent les ailes. Parce que scaler, ce n'est pas juste grandir. C'est changer de dimension. C'est accepter que la boîte ne soit plus toi, mais une organisation qui doit vivre sans toi. C'est lâcher le volant alors qu'on roule à 200 à l'heure. Aurélien de Nunzio connaît ce vertige. Il a lancé ses propres projets, goûté à l'excitation de l'hypercroissance avec Algar, et au mur brutal qui attend ceux qui veulent scaler sans guide. De cette douleur, il a fait une force, accompagné d'autres fondateurs, d'autres entrepreneurs, pour qu'ils franchissent cette frontière sans s'y briser. Éric Larchevêque, lui, a traversé les tempêtes qu'on raconte rarement dans les livres business français, sauf un. Avant Ledger, il a connu l'échec. Avec Ledger, il a connu l'incroyable, une start-up française devenue leader mondial. Les levées, la reconnaissance, la fierté, mais aussi les nuits blanches où chaque décision pouvait faire basculer des centaines de salariés, des millions d'utilisateurs. Il sait que scaler, ce n'est pas que des courbes qui montent, c'est aussi des cicatrices qu'on garde pour toujours. Aujourd'hui, ils unissent leurs forces, parce qu'ils savent qu'un entrepreneur seul est condamné à plafonner, parce qu'ils savent que la France ne manque pas d'idées mais de méthodes pour les emmener loin, parce qu'ils savent qu'il y a une génération entière qui rêve de passer de 1 à 100. Alors ils lancent Scale Club. Un club pour apprendre ce qu'on ne dit pas dans les incubateurs, un club pour partager les secrets du passage à l'échelle, un club où une quarantaine d'experts viendront livrer sans filtre ce qu'ils ont appris dans la sueur, dans la joie, dans la peur aussi. Bienvenue dans Serial, un épisode pour ceux qui veulent aller plus vite, plus haut, un épisode pour ceux qui ont compris que scaler n'est pas seulement une affaire de business, mais une aventure profondément humaine. Bienvenue Aurélien. Merci, très belle intro. Merci beaucoup. Re-bienvenue Eric. Merci, ravi de te revoir. Ravi également, puisque tu étais déjà passé sur Serial en mai 2023. Mais cette fois, on est ensemble en vrai. Et ouais, puis surtout, exactement, dans un bel endroit. Exactement, choisi, dans un très bel endroit qui est l'hôtel Nolinski. Ouais. Un grand merci à Emmanuel aussi pour cette opportunité. Et puis surtout, t'es pas venu tout seul, puisque t'es avec Aurélien pour présenter un tout nouveau projet dans cet épisode de podcast. J'aimerais démarrer évidemment sur le côté background et de comprendre et de revenir au moment où vous vous êtes rencontrés. Ok. Alors, c'était en 2018. À l'époque, donc, je dirigeais une start-up qui s'appelle Algar, qui était pas incubée, mais qui avait ses bureaux dans un centre d'affaires à Lille qui s'appelle Aura Technologies. Et il y a eu un concours en fait de pitch, comme ça se fait souvent, dont Eric était dans le jury. Et j'ai participé à ce concours de pitch que j'ai gagné. Et j'avais trouvé qu'Eric avait tout de suite capté la vision qu'on avait avec Algar et ce qu'on voulait faire. Il m'avait posé des questions que j'avais trouvées très pointues. Et donc, nous, à ce moment-là, on était en levée de fonds et on avait déjà fait rentrer un fonds d'investissement dans la boîte, mais je voulais impérativement m'entourer de business angel pour avoir aussi cet aspect conseil, encadrement, mentoring. Et donc, j'ai envoyé un petit mail à Eric post-conférence pour lui dire « T'avais l'air intéressé par ce qu'on faisait, merci de nous avoir challengés. On cherche de l'argent, du conseil, est-ce que ça te dit qu'on s'en parle ?» Et là, je me souviens que son assistante m'avait appelé 20 minutes après et m'avait dit « Eric peut vous recevoir à 15h chez Ledger. » Okay. Du coup, j'avais sauté dans un train pour Paris tout de suite et je suis allé le rencontrer, puis on a pris un café et il m'avait dit « Je te donnerai ma réponse dans 24 heures » et effectivement, 24 heures après, il m'a dit « Ok, on est parti, j'investis et je vous mentor, quoi. » Ok, donc fit quasi instantané. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, j'avais
vu Aurélien et Algar en pitch, et j'avais trouvé l'approche intéressante. Donc, pour mémoire, c'était une start-up en fait qui permettait d'améliorer et de faciliter les permis de construire pour obtenir les permis de construire. Et il y avait toute une vision derrière d'un business qui pouvait scaler et qui avait la capacité de devenir assez gros. Et j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Et donc, j'avais aussi apprécié la personnalité d'Aurélien. Et je me suis dit, OK, allons voir. C'était une époque où je commençais un petit peu mes investissements en business angel. J'en avais déjà fait quelques-uns, c'était pas les premiers. Mais je commençais un peu à me positionner en investisseur. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé. Oui, il n'y avait pas encore Qui veut être mon associé. Ah non, c'était bien avant. C'était 2 ans avant la première saison de Qui veut être mon associé. Parce que c'est arrivé en 2021. Pendant le Covid. 2020, juste avant le Covid. Oui, la première saison. Tournages, exactement. Ok, super. Algar, c'est une aventure qui a duré 9 ans, si je ne dis pas de bêtises, de 2014 à 2023, qui ensuite a été cédée à un groupe. Alors, évidemment, dans cette aventure, tu as vécu pas mal de choses. Pas mal de choses, ouais. On a pu en discuter en perso cet été. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu as pu apprendre sur ces 10 dernières années, même si c'est toujours difficile de résumer 10 années de charbon? Déjà, moi j'ai choisi de jouer la transparence. Quand on dit a été cédé, a été racheté au tribunal, pour être clair. Je pense que ça arrive à pas mal d'entrepreneurs et moi, c'était hors de question de maquiller la réalité, ne serait-ce que par respect pour mes investisseurs qui n'ont pas forcément retrouvé leur argent. Voilà, une main devant, une main derrière. Donc voilà, il n'y a pas eu d'exit, pour être clair. Et par transparence pour les autres entrepreneurs, tu vois, pour dire, en fait, ça arrive de planter une boîte et peut-être que la prochaine, voilà. Plus souvent que l'inverse. Exactement, il faut le rappeler. Donc, c'est une aventure qui a duré 9 ans. Moi, je l'ai commencé pendant mes études. J'étais étudiant dans la construction. 2 ans avant, je travaillais dans le bâtiment en tant que peintre en bâtiment. Et j'ai décidé de reprendre mes études parce que pour moi, les études, c'était le moyen d'aller plus loin et de sortir un peu de ma condition d'ouvrier, même si j'ai aucun regret d'avoir fait ça. Mais je voulais aller plus loin. Et en fait, l'entrepreneuriat m'est tombé dessus à la fin de ma première année de BTS. J'ai lancé Algar en freelance à côté de mes cours. Et au début, c'était un tout petit truc, quoi. Je facturais des particuliers, je gérais leur permis de construire à la mano. Et puis, je me suis pris au jeu. Et puis c'est parti pour 9 ans. Et en fait, cette aventure m'a complètement transformé. Enfin, la personne que je suis aujourd'hui, c'est entièrement grâce à cette aventure. J'ai appris beaucoup d'abord sur moi, ensuite sur les autres, sur la nature humaine, sur les relations, sur l'effort. Parce que faire une start-up, c'est quand même très, très, très difficile. Ouais. Parfois, on a tendance à dire les entrepreneurs, les startups, ils lèvent des fonds, c'est facile, machin. C'est loin d'être facile. C'est mentalement et physiquement éprouvant de faire une startup. Je pense que c'est la version la plus hardcore de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est un jeu auquel tu décides de jouer où tu sais qu'il y a très peu de chances que tu y arrives. Mais tu as la foi qui te fait tenir et tu te dis, en fait, si on y arrive, c'est incroyable. Donc c'était une aventure incroyable, faite de haut et de bas. Mais tu vois, si je me reprojette il y a 10 ans, quand j'étais peintre en bâtiment, si tu m'avais dit que j'allais vivre tout ça, j'aurais dit, mais je sais même pas ce que c'était une start-up. Donc vraiment, ça a été transformatif. La fin a été difficile. La boîte, en fait, on a voulu la céder. Et le truc, c'est que mon associé et moi, on n'avait plus la foi. Et on s'est dit, il faut qu'on en sorte, on va essayer de la vendre. Et à ce moment-là, on avait de bonnes chances de réussir, parce que la boîte, elle avait quand même une valeur. Alors, économiquement, c'était compliqué, mais ce qu'on avait réussi à faire et à créer, c'était assez unique. Et donc, il y a beaucoup de groupes, d'entreprises qui nous ont regardés pour nous racheter. Et puis, finalement, le deal c'est jamais fait, parce que la boîte était trop endettée, elle était encore trop fragile. Et là, la sentence est tombée, quoi. On est arrivé à une échéance où on ne pouvait plus repousser. Et là, on a été assez clair avec nos actionnaires et nos investisseurs et on leur a dit soit il faut refinancer la boîte et se donner plus de temps, mais il faudra mettre un autre CEO parce que moi, j'étais cramé de chez cramé. Soit on accepte la sentence, on va au tribunal et on sait qu'on sera repris, l'activité, elle va être sauvée. Et c'est là-dessus qu'on est parti. Parce que moi, physiquement, je pouvais plus, quoi. J'étais cramé, ça faisait 9 ans, ça scalait plus comme on l'aurait espéré. Donc, c'était le moment de passer à autre chose. Mais sans regret, évidemment, il y a plein de choses que je ferais très différemment. Mais c'est vraiment l'aventure, pour l'instant, la plus incroyable de ma vie. Ouais, tu m'étonnes.
Comment est-ce que tu vois ça d'un œil extérieur, Eric, à ce moment-là? Alors, ça faisait quelques années qu'on travaillait ensemble, hein, je suivais Algar, donc on faisait des meetings, des réunions, des visios pour essayer de faire le point, de prendre des décisions sur les orientations de la boîte. Donc c'est une entreprise qu'au début qui a quand même bien marché, hein, parce qu'il y a eu pas mal de ventes, t'as levé beaucoup d'argent, hein, quand même, Ouais. donc en millions. Donc c'était pas une petite start-up, il y avait de grosses ambitions et ça carburait, mais à un moment, la machine s'est un peu enrayée, ça a été difficile de passer au niveau supérieur, le product market fit était compliqué, donc on voyait que ça peinait et moi j'observais Aurélien parce que moi je suis sur le siège arrière, à un moment je ne peux pas tout faire, donc c'était vraiment Clairement. Aurélien et son équipe qui bossaient et je voyais qu'ils travaillaient beaucoup, qu'ils essayaient de trouver des solutions, qu'ils essayaient un petit peu tout et au final, en fait ça ne fonctionnait pas. Et à la fin, il a pris une décision courageuse, c'est-à-dire que quand on voit que ça marche pas, à un moment, il faut aussi accepter de renoncer, Mmh. parce qu'il aurait pu, s'entêter, continuer, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à peut-être, craquer, psychologiquement C'était pas loin, déjà. et parce que oui, c'est très dur et à un moment, faut accepter et dire: «OK, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas, on arrête». On arrête, on accepte, en fait, la reprise, au tribunal, on accepte de laisser derrière soi 9 ans de travail et parfois le renoncement, l'échec, c'est le début du succès Clairement. et le fait que, Aurélien ait, entre guillemets, «planté» sa boîte, parce qu'on pourrait se dire: «Bah ouais, tu as planté ta boîte, moi j'ai perdu de l'argent, bon bah salut, ciao, bye», c'est pas la façon en fait dont on peut analyser tout ce qui s'est passé. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment toutes ces années où il a vraiment travaillé, il a pivoté, il a amélioré son modèle, et à un moment, ça fonctionne pas. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné et c'était absolument pas lié à un manque, Mmh. de travail. Peut-être qu'il y aurait des choses qu'on aurait pu faire différemment, donc on va pas réécrire l'histoire. Mais, clairement, après cette histoire, je me suis dit: «Tiens, Aurélien, il a vécu quelque chose qui a beaucoup de valeur. Il a, commis des erreurs, il a vu les erreurs, il a vu peut-être des choses qu'il ne devrait plus faire de cette façon et donc c'est que malgré tout ce qui s'est passé, en tout cas, c'est quelqu'un, qu'il faut garder, Mmh. près de soi et on verra bien, peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose. Et donc c'est important de comprendre que l'échec, parfois, c'est le début du succès et c'est pas juste la fin, le mur, et Exactement. qu'il faut réussir à se préparer pour la suite et utiliser, en fait, toute cette force négative en quelque chose de très positif. Puis outre le business, il y a aussi, j'imagine, la relation humaine et donc tu as vu aussi les compétences humaines, la Oui, tout capacité à fait. Si à d'exécution la et base j'avais cetera. investi, c'est parce que je voyais en fait Clairement. les compétences Ça, humaines, c'est hyper le important. savoir-être d'Aurélien, Ouais. la manière dont il présentait les choses, parce qu'on sent ça chez quelqu'un et donc je me Mmh. suis dit: «Tiens, il a une fibre entrepreneuriale» et c'est principalement pour ça que j'avais décidé d'investir. Au-delà du modèle et d'Algar que je trouvais, sympa et sur lequel je me disais: «Tiens, il y a un potentiel», c'était bien évidemment Aurélien lui-même. Ouais, exactement. Toi, en parallèle, alors pas sur exactement la même temporalité, mais tu vas quitter ton poste de CEO de Ledger en 2019. Ouais. Ensuite, en 2020, ton poste de président du conseil, d'administration, de Ledger. Tu vas rejoindre le jury de qui va être mon associé sur M6, donc tu vas aussi gagner, en En visibilité. visibilité, tout à fait, en notoriété, ouais. Tu vas te mettre aussi sur les réseaux sociaux, Oui. parce que c'était pas forcément le cas C'était pas le avant. cas avant du tout et je m'y suis mis. Un peu sur Exactement. le tard, mais je m'y suis mis. Et donc, comment est-ce que ça se passe? Toi, je sais qu'Aurélien, tu vas te lancer, par la suite, dans le coaching, d'entrepreneurs, C'est ça. justement en prenant en compte tous les apprentissages que tu as pu avoir. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour, arriver, finalement, au projet que vous allez, dévoiler, aujourd'hui? Enfin, que vous avez déjà dévoilé, il y a 2 semaines, Ouais. mais que Moi, la boîte a été reprise décembre 2023. J'ai été repris en freelance derrière pour en fait accompagner la reprise de la boîte. C'était un truc sur 6 mois à 1 an. En fait, au bout de 2 mois, ouais, je ça me a pas suis dû être dit simple. bon, c'est plus ma Ouais. boîte. J'y ai passé 9 ans et je suis complètement cramé, donc je vais passer à autre chose. Donc je suis parti le 28 février 2024 et le 1er mars, j'ai lancé mon activité de coaching. Et en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je relance tout de suite une boîte? Et honnêtement, j'en étais incapable. Mentalement, il fallait faire une pause. Est-ce que je redeviens salarié? Je me suis posé la question 3 minutes et je me suis dit en fait non. Ou est-ce que je lance un truc à mon compte en fait, et je me suis dit le seul truc que je me vois faire, c'est transmettre ce que j'ai appris parce que c'est frais.
être au contact d'entrepreneurs qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de mentorat, qui ont besoin de coaching. Et moi, ça a été aussi un peu ma thérapie, tu vois. Après tout le bordel qu'on a vécu, bah, en fait, ça m'a permis, comme un psy, sauf qu'au lieu d'avoir une personne à qui parler, sur un an, j'en ai eu 60, parce que j'ai accompagné 60 entrepreneurs. Et du coup, j'ai transmis tout ce que j'ai appris et je les ai mentorés. Et donc, c'est quelque chose que je fais toujours sur les entrepreneurs, soit qui partent vraiment de zéro et ils décident de se faire accompagner day one, soit des entrepreneurs déjà un peu plus avancés. Et je kiffe ça. Moi, c'est ce que j'ai eu aussi, bah, notamment via Eric. Et c'est pour ça que je voulais des actionnaires, investisseurs, business angel. C'est qu'à un moment, tu as besoin de te faire coacher, tu as besoin de te faire challenger, tu as besoin de quelqu'un qui te dit que ça va aller, tu as besoin de quelqu'un qui est là dans les moments difficiles. Et ça a une énorme valeur. Donc, j'ai commencé ça début 2024 jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'ai reçu un petit message d'Eric pour me dire j'ai un truc en tête. Ouais. Alors moi, donc j'ai effectivement quitté Ledger. Donc je l'ai quitté dans un état de détresse psychologique assez fort, hein, pour tout un tas d'autres raisons. Mais j'étais cramé et donc j'ai continué plus en tant que investisseur à accompagner des entrepreneurs, un peu pour les mêmes raisons, parce que c'était un peu plus simple aussi, moins d'implication opérationnelle. Et je suis parti dans ce que j'appelle la slow life, hein, dans mon domaine en Sologne. J'étais beaucoup plus cool et ça a été une thérapie, effectivement, pour moi aussi, pendant un certain temps. Et du reste, je me disais, plus jamais je remonterai une boîte. J'avais tellement souffert, ça avait été tellement dur, j'étais un peu traumatisé. Quand on me posait la question, je disais: «Ah non, 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 moi je remonte plus de boîte». Et je me suis mis aussi à faire du coaching, un peu pour les mêmes raisons qu'Aurélien probablement. C'est une forme de thérapie et je me suis aussi aperçu que j'avais la capacité d'accompagner les entrepreneurs, de créer de la valeur et que tout le monde en ressortait gagnant. Donc j'ai développé un peu cette activité principalement dans mon domaine. Je fais des masterminds où je reçois des entrepreneurs en immersion. Ils sont 6 pendant 2 jours et donc on passe un super moment. J'en ai fait pas mal, hein. J'en ai fait, je sais pas, peut-être 50. OK. Donc c'était une activité quand même qui m'a pris du temps et qui me plaisait beaucoup. Et à un moment, je me suis dit: «Bon, il faut peut-être un peu scaler cette activité. Il y a un vrai besoin de coaching, il y a des choses à faire, on peut voir plus grand». Et donc j'ai commencé à réfléchir à créer Scale Club. Donc pour moi, ça allait être un petit peu ma prochaine aventure que j'allais gérer et développer. Et mais c'était pour moi une petite société. Enfin, je me disais pas: «Je suis en train de refaire une licorne», j'étais pas en train de repartir dans un projet entrepreneurial majeur. Et j'avais aussi créé le club Day One, qui était un club d'investissement avec mon associé Nathan. Donc là, on est plus autour de l'accompagnement, de l'éducation financière, etc. Mais pareil, j'étais pas forcément extrêmement opérationnel, ou c'était pas non plus une entreprise que je créais, comme une licorne en tout cas. Et donc j'étais parti dans cette direction. Et puis à un moment, en fait, j'ai rechuté. C'est-à-dire que il y a une petite idée qui est apparue. Il y a eu cette vision qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait peut-être reconstruire une nouvelle forme de société différente pour répondre aux problématiques que je voyais de plus en plus pressantes, hein, sur l'économie, sur la politique, au niveau social. Et qu'il fallait proposer un nouveau modèle. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à Bitcoin Society, qui propose un nouveau modèle de société, une société cotée. Donc je ne vais pas revenir dans les détails, hein, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé lors de la keynote et ailleurs. Et toujours est-il que finalement, Scale Club est devenu une sorte de sous-projet d'un projet plus grand que j'allais incarner, et The Bitcoin Society, d'un projet qui va vraiment prendre toutes mes prochaines années, dans lesquelles je vais devoir beaucoup voyager, parce que c'est un projet global, international. On va offrir des chapitres un petit peu partout dans le monde. Et donc, je ne pouvais plus porter en tant que CEO Scale Club. Et là, je me suis dit: «OK, il y a un problème, en tout cas, c'est un bon problème». Et là, on rentre dans la nécessité, en fait, de l'entrepreneur qui doit scaler, justement. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et qu'est-ce que j'ai fait pendant toute ma carrière? Ben, j'avais 2 choix. Soit je me disais: «Bon, ben, en fait, j'arrête ce projet pour faire l'autre, mais c'est dommage parce que ce projet a beaucoup de sens dans le projet que je veux faire». Soit je délègue. Soit je trouve quelqu'un, je me dis: «Qui peut reprendre ce projet? Qui peut devenir le CEO?» Et dans ma carrière, si j'ai réussi à faire plus d'une dizaine de startups, pas mal de projets différents, certains qui ont réussi, d'autres qui ont bien échoué.
c'est parce que j'ai eu cette capacité de déléguer, de trouver des personnes, de bien m'entourer. Ça, c'est vraiment le point essentiel de l'entrepreneur, c'est cette capacité à bien s'entourer. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai regardé un peu dans mon réseau qui pourrait être un bon CEO, qui s'intéresse à ces sujets, qui a cette résilience, qui est capable en fait de structurer de façon extrêmement précise un projet, de mettre en place tous les éléments, enfin parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et Aurélien. Et je me dis tiens. Et donc je l'ai appelé direct. Et je lui ai dit tiens, j'ai un projet à te proposer. Est-ce que tu as envie de l'écouter? Il m'a dit oui. Et donc, je lui ai pitché Scale Club. Je lui ai expliqué comment ça allait se passer, parce que ça fait partie d'un projet un petit peu plus large. Je lui ai expliqué pourquoi, en fait, je ne devenais pas le CEO de Scale Club, parce que à la base, j'aurais pu l'être, mais ça a évolué. Et donc, on a discuté, et il a un peu réfléchi, et à un moment, il a dit « Ok, bah, j'en suis ». Et donc, il a rejoint l'aventure, il a repris en main l'aventure, et aujourd'hui, Aurélien, c'est vraiment le CEO de Scale Club, c'est lui qui travaille, c'est lui qui fait tout. Et moi, en fait, bah, je suis derrière, je travaille sur The Bitcoin Society, qui est le projet un petit peu plus large. Et évidemment, bah, j'interviens avec aussi le point de vue plus global. Il y a une grosse partie Scale Club qui est sur mon image, donc c'est très important que je sois présent tous les jours et qu'on discute. Mais sur la partie opérationnelle, c'est vraiment Aurélien qui a tout pris. Et là-dessus, c'est très important. Pour tout entrepreneur qui regarde, il faut apprendre à déléguer et aussi à lâcher. C'est-à-dire qu'il était hors de question de dire à Aurélien, tiens, tu es le CEO de la boîte, et que je le micromanage. Hein, genre, je t'appelle pas tous les jours, a priori. Là, je te fais confiance, il faut apprendre à faire confiance. Ouais. Je dis Aurélien, je sais qu'il va y arriver. Et je le laisse faire. On fait des points évidemment régulièrement. Hein. On a fait des points sur le lancement et donc on a beaucoup travaillé ensemble. Mais il faut apprendre à lâcher prise. Et même si à la base c'était un petit peu mon bébé entre guillemets, que je me disais ouais c'est génial, ça va être super. Eh bien j'ai laissé Aurélien vraiment le prendre, le remodeler comme il voulait, avec évidemment moi derrière en support. Mais ça, c'est un point majeur pour scaler justement, c'est apprendre à déléguer, apprendre à faire confiance, apprendre un petit peu à lâcher prise. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé aujourd'hui et qu'on a lancé Scale Club. Quand Eric t'a appelé, tu étais dans quel état d'esprit? Moi, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Est-ce que tu as 5 minutes pour que je te parle d'un projet ?» Je dis « Évidemment ». Et en fait, moi, j'ai dit oui tout de suite parce que, en fait, j'aurais dit non pour à peu près n'importe qui d'autre, tu vois. Mais on s'est déjà côtoyé, on se connaît bien. Et pour moi, c'était inimaginable de dire non. Et puis, le projet en lui-même, c'est littéralement quelque chose qui me parlait, quoi. J'étais déjà dans l'accompagnement, déjà dans le coaching des entrepreneurs. Pour moi, ça avait vachement de sens. Et aussi, je pense que c'est un truc que pas mal d'entrepreneurs ont dû avoir. Une fois que tu as déjà créé une boîte, t'es un peu obsédé par « Ok, c'est quoi ma prochaine boîte ? C'est quoi ma prochaine boîte ? C'est quoi ma prochaine boîte ?» Et je pense que c'est pas la bonne manière de faire, en fait. Tu vois, quand un artiste doit faire un deuxième album, plus il est obsédé par c'est quoi son deuxième album, moins il trouve d'inspiration et de créativité. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi un peu aller avec le flow et saisir des opportunités qu'on te propose et pas avoir peur de dire oui à des choses. Donc, moi, je lui ai dit oui, je te suis tout de suite, quoi. Ouais, trop cool. Vous venez du coup tout juste de lancer Scale Club. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler plus amplement de ce projet du coup? Ouais, bien sûr. Alors du coup, donc Scale Club, ça a une ambition, c'est d'aider les entrepreneurs à scaler, comme son nom l'indique, à briser leur plafond de verre. Voilà. Exactement. Scaler. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ouais, il faut s'accorder sur la définition. Il y a plusieurs degrés et définitions du scale, mais scaler, c'est pas juste grossir et faire grossir son chiffre d'affaires, c'est aussi faire grossir et adapter toute sa structure pour pouvoir en fait faire de plus en plus de chiffre d'affaires, de clients de vente, sans pour autant avoir autant de charges qui suivent de manière proportionnelle. Donc c'est décorréler un petit peu la manière de développer sa boîte et son chiffre d'affaires et ses charges. Donc le scale absolu, c'est tu vois la boîte tech qui crée quelque chose une fois et le vend à l'infini. Maintenant, tout n'est pas boîte tech, tout n'est pas logiciel, tout n'est pas SaaS. Donc, tu peux toujours trouver en fait du scale dans ce que tu fais par de la méthode, de la structuration, le bon business model. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner dans le scale tout un tas d'entrepreneurs qui ont des boîtes très différentes. Des startups, des PME, des TPE, des artisans aussi. Ouais. Tu peux injecter du scale, tu peux faire du digital, tu peux scaler ton acquisition, tu peux scaler plein de parties de ce que tu fais. Et du reste, je pense que c'est important de le dire, dans tous en tout cas de mon expérience et des expériences d'autres personnes qui font du coaching,
souvent, ce ne sont pas des startups qu'on va coacher. Ce Ouais. sont vraiment des TPE, des PME, des artisans, enfin diverses entreprises, des industriels qui sont souvent en province. C'est ça. Et donc, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de projet suffisamment intéressant pour être coaché. Souvent, les gens se disent « Ah, mais Eric, ça ne va pas intéresser mon projet parce que moi, je ne suis pas dans la tech, je ne suis pas une startup. » Et les startups, ils ont leurs incubateurs, ils ont vraiment plein de choses à disposition pour les aider. Par contre, il y a tout ce qui fait l'économie, la véritable économie de la France, les Même PME, agence, les TPE, les agences immobilières, enfin, c'est vraiment extrêmement large. Eh bien, ils ont besoin d'être accompagnés et c'est là où on peut leur apporter justement ce scale. Scaler, c'est casser la linéarité, c'est faire plus de business sans forcément mettre plus d'humains derrière et donc de réussir à avoir cet accroissement, cette accélération. C'est ça. Et ça, c'est mettre à profit tout ce qu'on a appris justement dans la tech, qui scale par nature pour tout type de business. Et c'était vraiment le challenge que j'avais, moi, avec mon ancienne boîte, avec Algar, c'est qu'il y avait une partie logicielle, une partie service. Et donc, on a fait un énorme travail pour injecter vraiment du scale à tous les étages de la boîte pour que ça puisse croître sans développer une masse de coûts énorme, donc à un degré différent. Mais du coup, vraiment... et d'ailleurs, je rebondis juste là-dessus, mais les startups, elles ont aussi effectivement plein de choses pour les aider, les incubateurs, etc. Bien que je pense qu'aujourd'hui, les besoins, ils ont quand même évolué et que l'offre sur le marché, elle est plus elle devrait évoluer. En fait, elle était très adaptée il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, le monde a changé, quoi. Et je regrette d'ailleurs, même moi, parmi mes entrepreneurs que j'ai coachés, il y a assez peu de startups. Parce que j'ai l'impression que quand on est fondateur d'une startup, on n'a pas l'impression d'avoir besoin de se faire coacher, de se faire accompagner, jusqu'à ce qu'on saigne du nez. C'est vrai. Donc ça, je le regrette. Donc franchement, c'est vraiment un message que j'envoie aussi aux startups. C'est parfois, il faut mettre peut-être un peu son ego de côté et se dire, bah oui, en fait, l'accompagnement, même si tu es une startup, ça peut t'aider. Donc, on va couvrir un panel très, très large d'entrepreneurs et de boîtes, tech, moins tech, digital, moins digital. Et l'idée, c'est de leur apporter de la valeur de différentes manières. Déjà par la communauté. Scale Club, il y a Club. Quand on entreprend, c'est hyper important d'être entouré de ses pairs, PAIR, échanger avec des entrepreneurs qui sont à peu près au même stade de développement que nous. C'est vraiment une clé pour se challenger et pour aller vraiment briser ses plafonds de verre, passer des paliers. Donc ça, c'est super important. La deuxième partie, c'est la partie savoir, compétences, coaching. Là, on a vraiment vu les choses en grand puisque Scale Club, ça va être d'abord une plateforme sur laquelle on a sélectionné 40 spécialistes, experts qui vont être des intervenants et qui vont couvrir tout le scope du business de A à Z. Donc, on a des intervenants très acquisition, marketing, growth marketing, vente, mais aussi, tu vois, fiscalité, patrimoine. On parle même de nutrition, de discipline et de sport, qui sont aussi importants que la stratégie marketing pour pas se cramer. Je pense que tous les deux, on est d'accord là-dessus. Donc l'idée, c'est que, en fait, tu adhères au club et puis toute l'année, tu as entre 2 et 3 lives par jour de nos intervenants, de nos spécialistes, qui vont en fait délivrer des masterclass, des Q&A sessions, des questions-réponses, et des hot seats, des formats un peu plus intimistes pour venir challenger les entrepreneurs. Donc en fait, tu vas avoir plus de 600 ateliers live par an, plus tout un panel de formations vidéo qui vont être tournées par nous et par nos intervenants, et tout cet aspect communautaire pour que tu puisses rencontrer les gens, échanger avec eux de manière digitale, mais aussi de manière physique, parce qu'on va aussi organiser des événements dans la vie réelle, parce que je pense qu'à un moment, c'est important que les gens connectent. Et tout un tas d'autres surprises qu'on est en train de créer. On va aussi avoir pas mal d'entrepreneurs qui vont venir en guest. L'idée, c'est vraiment de faire venir des entrepreneurs qui ont passé ces paliers du 1 million, 5 millions, 10 millions et les faire venir en live, en fait, pour répondre aux questions des entrepreneurs membres du club. Donc, Scale Club, c'est un peu un nouveau modèle, un peu hybride entre de la formation, des coachings. C'est pour moi la forme 3.0 de l'incubateur, tu vois. T'as plus besoin forcément d'être encadré comme on t'encadrait avant, mais maintenant, tu as besoin de concret. Tu as un problème, tu sais pas comment faire tel truc, tu regardes le programme. Jeudi, il y a une masterclass sur comment faire de l'outbound prospection sur LinkedIn. On a un intervenant qui est expert là-dessus. Tu viens à sa masterclass, tu pourras poser tes questions et il va te débloquer ton problème directement, quoi. Ok, trop bien. Donc du contenu à forte valeur ajoutée via du contenu ancré sur la plateforme,
aussi via les lives. Les lives, l'interaction. Interaction. La grande difficulté de l'entrepreneur, c'est la solitude de l'entrepreneur. Surtout pour ceux qui ne sont pas forcément à Paris ou dans des grandes villes. C'est dur. Ils ont besoin d'être entourés, d'être avec des personnes qui partagent les mêmes problématiques. Ça, c'est important. Ça les rassure aussi, même psychologiquement, de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes ambitions, qui rêvent aussi, qui rêvent en grand. Parce que parfois, ils disent, mais attends, dans mon entourage, on me tire vers le bas, on me dit, oula, attends, pourquoi tu veux aller plus loin? Tu fais déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais arrête, vends ta boîte. et ça, c'est difficile. Et donc, on a besoin de perspective. Donc, cette notion de club, elle est vraiment essentielle et c'est pour ça qu'on l'a construite de cette manière-là. Parce que moi, j'ai pu voir dans mes accompagnements la puissance, en fait, du club, de l'entourage qui peut être très, très importante pour tirer un business vers le haut, aller booster les ambitions. Et c'est vraiment ça ce que je voulais faire. L'ADN, c'était pas forcément un suivi. Tu as un coach qui te suit de A à Z, pourquoi pas. Mais là, tu as vraiment tout le temps cette notion de club, CO6, en groupe, échanger, discuter. Et le réseau est très important. Alors, tiens, je cherche tel prestataire qui peut faire ça. Là, j'ai une problématique. Je veux faire du SEO. Puis prestataire de confiance. À qui je m'adresse pour faire du SEO, c'est rien. Tu vois, les gens, ils sont perdus. Là, on dit, attends, moi, j'ai passé ça, il y a ça. Et puis, il y a une liste de prestataires qui ont été validés. Et là, on gagne du temps. En fait, c'est vraiment gagner du temps. Et c'est la boîte à outils. Pour moi, j'aurais vraiment rêvé pouvoir disposer pendant que j'étais entrepreneur. Ouais, pareil. Puis en plus, au début, quand tu entreprends, tu peux pas te payer tous les consultants du monde, tu vois. C'est intenable. Donc là, en fait, tu adhères à un truc et vraiment, tu as tout, quoi. Et après, tu peux aussi solliciter les intervenants, prendre des accompagnements, des coachings one-to-one, du consulting. Ça, tu es libre de le faire, mais au moins, on a sélectionné les bonnes personnes pour toi. Moi, les 40 personnes, elles sont quasiment toutes issues de mon réseau, de gens avec qui j'ai travaillé ou de gens avec qui Eric a travaillé. Donc, c'est vraiment des gens qu'on a sélectionnés, validés, et tu es sûr de ne pas te faire avoir, parce que le nombre d'entrepreneurs qui m'ont dit « Ouais, je suis passé par une agence, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ils m'ont pris 20 000, ils n'ont pas cherché à comprendre, et je me suis fait avoir », là, ça n'arrivera pas. Voilà, c'est notre réputation, ma réputation que je mets dans le club avec des entrepreneurs qui font partie de avec des intervenants qui font partie de notre réseau. Parce que c'est vrai que je veux faire un nouveau site, je cherche une nouvelle DA, je veux faire de la com, j'ai besoin d'automatiser mon site, je cherche un développeur ou une agence. C'est très compliqué. Donc là, il y a déjà des experts qui peuvent expliquer de quoi tu as besoin déjà. Parce que tu peux penser que tu as besoin d'une agence de développement, mais en fait, pas du tout. C'est complètement autre chose qu'il te faut. Et donc, de qualifier ton besoin en parlant à des gens qui comprennent et qui connaissent. En one-to-one, c'est vraiment des interactions. Et après, de pouvoir dire, OK, j'ai besoin de ça. Ah, OK, d'accord. Il y a telle ou telle personne qui le propose, qui ont été validées déjà, soit par nous, soit aussi par d'autres membres du club. Et donc, on gagne du temps, un truc de dingue. Et ça, c'est l'accès, en fait, à ce type de connaissances, de réseaux, de personnes, de contacts. C'est ça qui permet l'accélération et la croissance et donc le scale. Ouais. Et puis l'idée, c'est que les entrepreneurs, en rejoignant Scale Club, ils puissent en fait s'affûter, devenir des meilleurs entrepreneurs, devenir beaucoup plus pointus, parce que l'environnement, il est de plus en plus difficile. Entreprendre, c'est déjà compliqué. En ce moment, il y a tellement d'incertitudes, tellement d'instabilité, qu'en fait, si tu veux survivre et tirer ton épingle du jeu et connaître le succès, tu as intérêt en fait à devenir 10 fois meilleur que ce que tu devais être il y a encore quelques années, quoi. C'est Donc clair là, c'est vraiment t'amener tout ce qu'il te faut pour que tu deviennes beaucoup plus affûté, quoi. C'est clair qu'on est dans un contexte, on peut le dire, catastrophique, et qui fait que forcément l'entrepreneuriat est très difficile, mais en même temps amène aussi pas mal d'opportunités. Oui, c'est dans les crises qu'il y a des opportunités. Exactement. Et c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, mais c'est là où ceux qui auront peut-être le plus de courage de se retrousser les manches et de prendre ces opportunités à bras-le-corps, de prendre des décisions, retrouveront dans le futur retour sur investissement. Mais oui, c'est vrai que les règles du jeu ont évolué. Les capitaux sont asséchés. Lever des fonds aujourd'hui, c'est quasiment impossible, à moins d'être dans la tech avec de l'IA ou des choses vraiment qui correspondent aux besoins du moment. Là, ça n'existe plus. Et on voit dans Qui veut être mon associé, là. C'est terminé, les gens qui arrivent et qui disent, voilà, je veux faire une app de machin, il me faut 200 000 balles. Terminé. Ouais. Donc non, c'est des business qui sont là, qui sont souvent se sont bootstrappés, qui se sont créés dans des conditions difficiles et qui aujourd'hui vont chercher de la croissance, du scale avec des levées de fonds, mais sur des business qui sont rentables. Et pour arriver à un business rentable, faut pas faire d'erreur. Il faut bien réfléchir à ce que l'on fait.
et il faut échanger, discuter. Et moi, j'adore faire ça. Je ferai des sessions régulières avec les membres un peu en hot seat pour qu'ils viennent un petit peu présenter leur business, que je puisse les challenger, leur dire « Non, mais attends, là, tu fais ça, mais tu te rends pas compte de la galère dans laquelle tu es en train de te mettre. » Des gens qui vont lancer des business en e-commerce avec un panier moyen à 12 balles, mais aujourd'hui, c'est plus possible, c'est du suicide. Et donc, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments qu'on peut apporter comme ça pour ensuite mettre dans les mains des bons experts pour faire les bons diagnostics et puis avancer, être très concret. Et ça, c'est pour moi, en fait, je suis... C'est un vrai accélérateur, quoi. Ouais, c'est un accélérateur et je suis fier, en fait. Je me dis, OK, c'est vraiment ça, en fait, ce que j'ai envie de faire. Ça correspond aux besoins actuels. Ouais. Parce que, en fait, on est à l'ère de l'IA déjà, donc tu as besoin de moins d'argent pour tout un tas de projets, pour 95% des projets. Tu as besoin de beaucoup moins d'argent pour passer le 0 to 1 que ce que tu avais besoin avant. Mais par contre, tu as besoin de savoir maîtriser l'IA, tu as besoin de savoir maîtriser les outils, tu dois connaître les techniques. Et donc, en fait, au lieu d'aller chercher de l'argent, faut que tu ailles chercher du savoir et des compétences, de la formation. C'est game changer, puisque de toute façon, comme dit Eric, tu peux plus lever des fonds à moins de créer un truc. Et encore, si tu n'es pas propriétaire de ton IA, c'est compliqué. Le marché a complètement changé. Il est dévasté. Donc, les entrepreneurs, il faut qu'ils investissent sur eux et sur leur capacité à savoir faire beaucoup plus tout seul, en fait. Et ça passe par tout seul, et en même temps, ce qui est ultra puissant, c'est aussi le côté collectif. Bien sûr. C'est aussi pas dans leur coin, quoi. Level up. Exactement. Avec et c'est pour ça que c'est intéressant puissant, quoi. D'être entouré de tes pairs, quelqu'un qui est au même stade, tu vois, parce que lui, il a peut-être fait un truc dont t'as pas du tout connaissance et ça pourrait aussi t'aider. Et si t'échanges pas avec ces gens, tu es tout seul, tu sais pas, quoi. C'est ça, c'est la puissance ce qu'on appelle le mastermind, c'est ce que je fais au domaine. En fait, souvent, il y a beaucoup de valeur qui est perçue par les participants en écoutant les problématiques des autres qu'en parlant de sa propre problématique. Ça marche vraiment dans les deux sens. Et donc, c'est pour ça que le fait en communauté d'être là, de partager, d'échanger, d'écouter, ça crée une valeur de dingue. Ouais, j'ai participé à des hot sites en septembre avec d'autres entrepreneurs d'horizons très différents, de créateurs de contenu aussi. Et c'est vrai que parfois, ces 30-40 minutes peuvent être hyper utiles. Hyper impactant. Et beaucoup plus impactantes que parfois plusieurs heures tout seul à réfléchir sur comment résoudre le problème, etc. Donc, je comprends totalement. Et du coup, comment adhérer justement au Scale Club Comment se passe l'adhésion? On a un site www.scale, donc ça s'écrit skl.club. skl.club. C'est ça. Voilà, et là, vous pouvez, en gros, les entrepreneurs, ils peuvent rejoindre là pendant une semaine. À partir de la publication, là. Voilà, à partir de la publication, donc à partir du 10 décembre, ils peuvent rejoindre le club pour un an, en fait, à un tarif préférentiel avant que ça augmente. Donc là, on est vraiment sur une phase de lancement. On est sur les membres un peu fondateurs du club. Ouais. Donc c'est le moment. Tous les contenus sont pas encore là. Ça va se construire dans les semaines qui viennent. Donc pour tous ceux qui acceptent de venir alors que tout n'est pas encore présent, c'est les membres fondateurs, et donc c'est pour ça qu'on baisse le prix, un peu le prix, parce que ils vont le construire avec nous. Alors il y a déjà quand même pas mal de choses, il y a quand même 40 intervenants, enfin il y a déjà vraiment un programme très riche, mais on n'a pas les dizaines et les dizaines de cours, d'heures de formation qui seront présents dans 6 mois, par exemple, parce qu'on va tout construire au fur et à mesure. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a cette offre de membres fondateurs qui est là au début. C'est vraiment pour tous ceux qui nous font confiance, qui me font confiance, qui ont déjà travaillé avec moi et qui vont se dire, OK, on y va. Et puis, tous ceux qui veulent profiter de cette opportunité de rentrer pour un an à un prix vraiment plus intéressant. Et puis, c'est vraiment... Nous, on l'a pensé, ça s'appelle Scale, mais notre modèle est Scale, tu vois. Si on avait dû faire quelque chose, tu vois, où on a un coach one-to-one pour toi tous les jours, etc., c'est un produit qui coûterait plusieurs dizaines de milliers d'euros, en fait, voire plus de 50 000 euros. Là, en fait, pour 3 000 euros, tu rentres, en tout cas cette semaine, et sur l'année, tu as plus de 600 heures d'accompagnement, plus tout ce dont on a parlé. Ouais, la valeur, elle est c'est un incroyable. ticket vraiment très, très faible pour la valeur que ça t'apporte, quoi. C'est quoi l'ambition du club à court, moyen, long terme? Surtout dans The Bitcoin Society aussi. Ouais, le but, c'est le but global, c'est redonner espoir, redonner envie d'entreprendre. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont perdu un peu leur repère. Ils bossent, ils font plein de choses, mais ils disent, mais pourquoi je le fais? Et puis dans le futur, comment je me projette dans le futur? Est-ce que, quelle sera la tête du futur? Et donc, je dois penser à moi, je dois penser à ma famille, aux miens. Et donc, tout ça, ça perturbe. Et donc, on a besoin de réaligner un petit peu les choses. Et donc, ça, c'est l'ambition globale de The Bitcoin Society qui va le faire avec différents éléments. Et au sein de Scale Club, c'est vraiment apprendre à être meilleur entrepreneur pour pouvoir
pouvoir construire son business, le faire sur des fondations les plus saines possibles et pouvoir répondre à la problématique, aux externalités difficiles du marché. Donc ça, c'est vraiment la base. Et à terme, on veut construire le plus gros club d'entrepreneurs de France, puisque là, Scale Club, c'est vraiment le chapitre français. Et mais francophone, parce que il y a français, mais il y a aussi il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a ceux qui sont expatriés à Dubaï ou ailleurs. Il y en a partout. Et on veut vraiment créer une très grosse communauté. Donc l'ambition, elle est assez forte, et c'est pour ça qu'on va renforcer ça par des événements physiques, qu'on va aller se déplacer aussi dans d'autres pays pour pouvoir faire quelque chose de vraiment fort. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la force vive de la France. Si on veut reconstruire la France, si on veut résoudre les inégalités, il faut entreprendre plus, il faut créer de la valeur. Il faut qu'on ait des entrepreneurs qui soient là, qui bossent, qui aient les meilleurs outils pour le faire. Et donc, certes, Scale Club, c'est une entreprise commerciale, c'est un business, on est là pour faire du business, donc bien sûr. Mais la mission, en fait, elle va plus loin. Elle est vraiment d'aider, d'une certaine façon, l'économie à pouvoir aller mieux, à notre petit niveau. Attention, j'ai bien conscience qu'on est un tout petit morceau de la chaîne d'entraînement, mais c'est ça, en fait, la vision, parce que si on veut relancer la France, il faut que les TPE, les PME, elles fonctionnent. Et là, on va leur donner, en fait, des outils, mais aussi du courage, leur envoyer des ondes positives, parce qu'on a besoin de ça, en fait. On a besoin de se retrouver dans une mission, dans une vision qui nous tire vers le haut. Et c'est ça vraiment la vision plus globale qui s'inscrit dans The Bitcoin Society et donc dans Scale Club. Et du positif, parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui... apporter de la positivité. Plus personne n'y croit en rien. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus rien. Quelque chose, On a des ressources de dingue en France, et quoi qu'on en dise, les entrepreneurs, c'est quand même eux qui créent de la valeur dans le pays, quoi. Même si parfois on voudrait nous faire croire que c'est des voleurs. On va avoir ça me fatigue. Voilà. C'est quand même les entrepreneurs qui créent de la valeur. L'entrepreneuriat, ça reste le meilleur moyen d'émancipation. J'en suis la preuve réelle. Moi, j'étais peintre, je gagnais 1 400 €, j'avais un BEP. L'entrepreneuriat m'a permis de me développer personnellement, de rencontrer des gens, de gagner plus d'argent. Donc, c'est pas la recette magique, c'est dur, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça reste le dernier ascenseur social qui fonctionne. Et il y a un moment, il faut que les gens se fédèrent, soient dans le positif, retrouvent une vision commune et envie de faire des choses et créer plus de valeur dans les bonnes conditions. Donc, Scale, c'est vraiment donner les outils, le réseau, le mindset, les good vibes, la communauté pour que tu puisses te développer et exploser ta boîte, quoi. Ouais, et puis forcément, du coup, c'est très, très d'actualité, le côté chercher de la positivité aussi dans un monde entrepreneurial qui n'est pas forcément... qui se pose des questions aujourd'hui. Qui se pose énormément de questions. Moi, typiquement, je suis jeune entrepreneur, j'ai créé mon podcast il y a 8 ans, mon agence il y a un peu plus de 3 ans. Forcément, je me pose des questions sur l'avenir de mon pays. Eric, tu as été très actif ces dernières semaines sur les sujets politiques du moment, donc la taxe Zuckman notamment. Tu as fait une super vidéo ultra pédagogique où tu as vraiment tout bien expliqué pour les gens qui étaient nombreux à ne rien comprendre au fonctionnement d'une entreprise et au fonctionnement de la valorisation d'une entreprise, que la valorisation, ce n'est pas de l'argent qu'il y a sur un compte bancaire. Est-ce que vous pouvez me donner un peu votre avis justement dans la continuité de ce qui se déroule en ce moment? Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce que je disais en introduction, un peu c'est à la fin d'un empire. Est-ce que c'est la fin de la Ve République? Il y a clairement une perte de repères, une perte de sens. Il y a une polarisation de la société. L'État-providence, aujourd'hui, ne peut plus fonctionner. L'État vit au-dessus de ses moyens. Il ne peut plus promettre la Lune, parce qu'on donne beaucoup, la France donne beaucoup, la France est généreuse. Et aujourd'hui, on n'a plus les moyens, et c'est dramatique. En fait, c'est un constat qui est très dur. Et il y a donc une volonté de se dire, OK, il faut aller chercher plus d'argent pour continuer à alimenter cet État qui redonne et qui aide. Et donc, on va aller chercher de l'argent là où il y a de la valeur. Et là où il y a de la valeur, c'est là où les entrepreneurs la créent. Et ça va créer une polarisation entre ceux qui créent, en fait, qui essaient de construire, de créer de la valeur, et puis ceux qui disent, mais nous, on a besoin de cette valeur pour la redistribuer. Et la taxe Zuckman a été vraiment la parfaite illustration de cette vision, en se disant, il y a des gens, ils ont gagné beaucoup d'argent,
on considère que c'est pas normal. On considère qu'ils devraient payer plus d'impôts et on considère qu'on devrait aussi taxer le capital de la même façon que le travail, puisque c'est ça à la base, hein, la genèse de ce qui s'appelle les inégalités, puisque quelqu'un qui va être très riche par le capital ne va pas payer le même pourcentage d'impôts, même si en valeur absolue, il va payer beaucoup plus. Alors pourquoi est-ce que le capital est taxé moins cher que le travail? Eh bien, tout simplement parce que le capital peut bouger. Si on taxe le capital trop, il se barre. C'est simple, je veux dire, c'est la réalité. C'est factuel. Et n'importe quelle personne, en fait, qui va dire « Ah, c'est injuste, etc. » Toute personne, en fait, aujourd'hui, qui serait d'extrême gauche, qui viendrait un jour avoir un gros capital, se transformerait instantanément en turbo droitard. Il dirait « Attends, Je ne veux non, je pas comprends payer pas. trop. Je veux dire, ok, je veux bien donner, mais attendez, il y a une limite. » Donc, le problème, il est là. Et aujourd'hui, les entrepreneurs se disent: «Attends, on est déjà le pays le plus taxé, en Europe, la France, hein». Si on prend le coût du travail, si on prend, parce qu'il y a plein de taxes, hein. Il y a l'impôt société, il y a l'impôt sur le revenu, il y a l'impôt, donc la flat tax, il y a le coût du travail, donc les charges sociales, les charges patronales, il y a la TVA. Enfin, à la fin, quand on met tout, on arrive à des 70% en fait qui partent en taxes, et c'est complètement confiscatoire. Et donc vouloir aller plus loin encore, c'est pas la bonne solution. C'est pas là en fait où il va y avoir une réponse. Et sinon, eh bien, les entrepreneurs vont partir parce qu'ils sont mobiles. Et c'est pas tellement les ultra riches qui vont partir. En s'attaquant aux ultra riches, en disant mais de toute façon cette taxe ou cette volonté concerne que 500 personnes. Mais c'est pas les 500 personnes. Les 500 personnes, de toute façon, trouveront toujours les moyens de ne pas payer si elles veulent pas payer avec les optimisations fiscales, etc. Enfin, c'est un bordel pas possible. Et par contre, ça envoie un message qui dit, en France, si à un moment tu vas réussir, on va te couper les ailes et donc je vais aller entreprendre ailleurs. Et le drame, c'est pas tant la fuite des riches, qui finalement, c'est vrai, partent pas tant que ça, parce qu'ils sont bien en France et ils ont les moyens de gérer. C'est la fuite des futurs riches, c'est-à-dire des jeunes qui veulent entreprendre et qui se disent, mais attends, si je déménage, c'est-à-dire je passe d'un pays à l'autre, et pas forcément au bout du monde, et que j'ai une entreprise qui vraiment fonctionne, je peux économiser des millions. Alors oui, on peut se dire, ok, je vais donner des millions à l'État, je suis content de participer, mais en même temps, on participe à un système aujourd'hui qui est en train de s'écrouler. Le système de santé s'écroule, le système d'éducation, il va très mal, la sécurité, n'en parlons pas. L'État est en faillite totale par rapport à ses missions principales. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que oui, il y a aujourd'hui un ras-le-bol des entrepreneurs qui se sentent visés. On leur dit en fait que quelque part, ils sont même responsables du problème, puisqu'on leur dit vous accaparez, en fait, entreprendre, c'est accaparer, il y a trop d'argent, vous avez volé cette richesse. Alors que c'est complètement injuste, c'est une méconnaissance totale du fonctionnement de l'économie qui n'est pas juste un gâteau. Quand quelqu'un s'enrichit, c'est pas les autres qui s'appauvrissent. Ça, c'est un manque d'éducation financière absolue. Et puis ensuite, ce rejet de se dire, en fait, on est un peu des cibles, on veut nous taxer plus, et en plus pour quelque chose qui finalement ne fonctionne même pas. Et donc, à un moment, on est dans un marché libre, on a le droit de voter avec ses pieds, et les gens vont partir. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, moi, ce que je trouve terrible. Et la réponse que je peux apporter, elle n'est pas forcément dans les urnes, dans le système politique, parce que je pense que ce système, il est cassé, il ne fonctionne pas, mais en proposant des alternatives, et notamment une alternative par l'intermédiaire d'une société en réseau qui peut proposer autre chose. Parce que je me dis, je ne peux pas rester comme ça assis, il faut que je fasse quelque chose, et moi, je sais juste entreprendre. Et parce que, d'un point de vue politique, il y aurait des choses à faire. Il faudrait réformer complètement l'État. Il faudrait baisser les dépenses. Alors évidemment, ce sera facile. Je dis, ça va être terrible pour beaucoup de gens, mais on n'a plus le choix. Donc autant, c'est un peu plutôt que de laisser crever la boîte, il faut aller à la barre du tribunal et dire ok, on arrête, on liquide, on fait les comptes, on prend ses responsabilités. Et aujourd'hui, les politiques ne prennent pas leurs responsabilités parce qu'ils ne voient qu'à quelques mois. Ils n'ont pas de vision à long terme. Il faudrait évidemment baisser complètement le train de vie de l'État, couper toutes les aides, couper les aides aux entreprises aussi, il faut être cohérent. Et pour la fiscalité, il faudrait mettre en place une espèce de flat tax globale qui viendrait baisser le coût de perception de l'impôt, qui viendrait aussi baisser les taxes, mais qui, de manière paradoxale, viendrait générer beaucoup plus de business et beaucoup plus de montants en fait, de taxes. Parce que à un moment, si tu baisses les taxes, échapper à l'impôt, ça coûte très cher, faut pas le croire. Ça coûte une fortune d'échapper à l'impôt, de faire tous ces montages à la con. Donc, si on met une flat tax, qu'on tue et qu'on supprime toutes les niches fiscales, qu'on simplifie au maximum,
Alors oui, sur le papier, on va se dire c'est inégal, parce que quelqu'un qui gagne plus va payer en proportion pareil que quelqu'un qui gagne moins. Mais évidemment, en dessous du SMIC, on paye 0. Enfin voilà, il faut trouver des ajustements. On met une flat tax, je sais pas, à 20%, quelque chose comme ça, 20, 25, il faut voir par rapport au droit européen, on est un petit peu limité, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et là, ça va tout simplifier. Les gens, ils vont se dire, bon, en fait, je vais payer mes 20% d'impôts plutôt que payer 25% en optimisation fiscale et en frais de fiscalisme, Bah oui, etc. c'est plus simple. Et en plus, je peux même rentrer en France. Parce que les gens, ils veulent vivre en France. C'est quand même un beau pays. Donc, mais de faire ça, ça demanderait un courage politique qui, je pense, est impossible parce que la rue serait à feu et à sang. Ce serait une catastrophe. Et donc, d'abord, pour aller à ça, un peu comme l'Argentine, il faut d'abord que le pays sombre, j'ai l'impression. Et c'est ça qui est terrible. Et donc, dans l'attente, moi, je me dis, je veux proposer en fait une alternative. Je veux que les gens qui entreprennent, qui créent de la valeur, puissent adhérer à une vision qui leur donne quelque chose, une vision du futur positive et qu'ils aient des options. Que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Et à un moment, il faut peut-être aller ailleurs pour pouvoir mieux revenir. Il ne s'agit pas d'abandonner la France. Il ne s'agit pas de se dire on s'en va, on se barre, on va aller voir ailleurs. Ce serait trop facile. Et on a une responsabilité de pouvoir créer quelque chose ici, de pouvoir essayer de s'en sortir. Mais ça peut passer par un retrait pour ensuite mieux revenir parce que la situation, elle est compliquée, elle est dramatique. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas tant de solutions que cela. Et donc, c'est pour ça que j'espère en tout cas proposer quelque chose avec The Bitcoin Society qui a le mérite d'exister et qui va tout faire pour pouvoir à un moment contribuer à construire ou reconstruire la France. Je suis très aligné avec ça. Et puis c'est vrai que pour le coup, en France, ces derniers mois, il y a un vrai entrepreneuriat / entreprise / patron bashing, ou même quand on partage des contenus sur des entrepreneurs, sur les réseaux sociaux, etc., on se prend très vite une sauce, on peut le dire, de gens qui sont dans un bashing constant. Complètement. Et Aurélien, toi, ton expérience, elle est incroyable parce que tu parlais justement, tu étais peintre en bâtiment. Aujourd'hui, on est assis à côté. Moi, je suis la 375e fortune française. Je dis pas ça pour me vanter, pas du tout, mais juste pour dire que c'est grâce à l'entrepreneuriat, c'est faisable que par l'entrepreneuriat. On est à côté, tu vois, et on discute. C'est clair. Quel autre moyen tu as de développer comme ça? C'est pas possible. D'être à égal à ce niveau-là. Et au-delà de payer de l'impôt, évidemment, tout le monde veut payer le moins d'impôts possible, mais c'est surtout de voir que les entrepreneurs sont fatigués, de se faire taper dessus toute la journée. Parce qu'en fait, c'est facile de désigner une cible qui est la cause de tous les problèmes pour masquer les vrais problèmes en fait de fonctionnement qui va plus du tout. Et de continuer à alimenter une baignoire percée, tu vois, parce qu'il y a un moment, pourquoi on viendrait te prendre encore toujours plus, et en plus, on te respecte pas, on te parle mal. Je pense qu'à un moment, il va falloir tu vois, via The Bitcoin Society, c'est un moyen d'essayer de changer le système sans passer par le système politique, même si à un moment, ça va être indéniable aussi de changer la politique. Mais il faut se mobiliser et se renforcer parce que en fait, c'est assez triste, quoi. C'est assez triste ce qui se passe et en fait, personne, comme tu dis, personne n'a envie de partir. Et le problème, c'est pas Bernard Arnault. Bernard Arnault, il va pas partir, mais c'est tous les autres, quoi. Ouais, si on te dit, déjà, on va te taxer à 70%, le coût du travail, c'est énorme, tu vas prendre tous les risques, et en plus, on va te chier dessus toute la journée, ça te donne pas trop envie de créer de la valeur, quoi. Et en plus, tu portes réellement tous les risques. Enfin, moi, quand j'ai liquidé ma boîte, j'ai pas eu d'indemnité, tu vois, j'ai pas eu de chômage, je suis reparti de zéro, j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu tous mes meubles, j'ai été vivre chez des potes, j'ai relancé tout de suite une activité de coaching pour aussi gagner ma vie, et en fait, on te respecte pas encore, tu vois, enfin, ça va, quoi, il y a un moment... Et puis, tu avais créé de l'emploi, tu avais une vingtaine... J'ai créé de l'emploi, ça a duré 10 ans, ça n'a pas été le succès économique qu'on espérait, mais ça a fait vivre des gens, on a contribué, et toi, on a payé beaucoup de taxes. Et tu repars avec zéro. Et je repars avec zéro. Voilà, 10 ans de travail, et je repars avec zéro. Moi, c'est ce que je disais aux gens, c'est « Ah, ça doit être dur, machin ». Non, mais je sais pourquoi j'ai signé. Je savais que du jour au lendemain, ça pouvait s'arrêter, que mon bel appartement, je le rendais, j'allais chez des potes, pas de problème. Ça m'a pas fait souffrir une seule seconde, tu vois. Mais en fait... Les entrepreneurs, ils sont pas averses au risque, sinon ils entreprendraient pas, en fait. C'est pas ça le problème. C'est ok, on prend les risques, on crée de l'emploi, on joue le jeu, on veut rester en France, on veut contribuer, mais par contre, il faut pas qu'on se prenne des sauts de merde toute la sainte journée. On va pas se faire taxer de voleurs, d'accapareurs, voilà. de dire qu'en fait, en entreprenant, en créant de la valeur, on retire celle des autres. Voilà, il y a un moment, faut arrêter, il faut comprendre comment fonctionne l'économie et il faut arrêter de donner des leçons
pétri d'une espèce de morale d'eau tiède qui, au final, ne fait que déliter la société et détruire de la valeur et contribuer au déclin de la France. Et c'est pour ça que je trouve, toi, ce que tu as fait avec tes prises de parole et de position, je trouve ça très courageux parce que je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui prennent la parole. Alors, tout le monde ne peut pas le faire. Toi, tu as la chance de pouvoir le faire, même si c'est un risque. Effectivement, j'ai rien à gagner à faire ça. Ouais, c'est clair, tu mets en jeu... J'ai pas grand-chose à gagner. C'est clair. Mais à un moment, je pense que les gens sont aussi fatigués de voir juste des politiques qui parlent du sujet sans vraiment rien comprendre, avec une manipulation d'opinion. Parce que tu vois, quand tu fais un sondage et tu dis « Est-ce que vous êtes pour que les riches payent 2% ?» les gens se disent « Ah bah oui, c'est formidable, il leur reste 90%, c'est gros nantis, pourquoi on dirait non ?» Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, qu'il y ait des entrepreneurs comme Eric qui prennent le temps, voilà, je débunk, j'explique, c'est super parce que, en fait... c'est hyper précieux. Voilà, il faut faire parler les gens qui connaissent quelque chose aussi, quoi, et pas que des politiques qui ont un intérêt court-termiste d'aller chercher des électeurs en disant « Regardez, on va taper sur les riches, donc vous allez voter pour nous, quoi. » Ça, puis je trouve ça important justement que aussi les entrepreneurs s'investissent dans ces sujets-là et défendent aussi les intérêts des autres entrepreneurs qui sont moins visibles, moins actifs aussi. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant aussi au moment des nombreuses tentatives d'enlèvement crypto qui se sont déroulées au début d'année, notamment avec ton associé. Tu avais aussi fait bouger les choses sur le fait de cacher les adresses dans le... Oui, alors, ça a tout été... le secteur, je n'étais pas le seul, mais je pense que ça a permis aussi d'actionner. Oui, on a interpellé les pouvoirs publics sur le fait de faire en sorte que le Sénat a voté cette loi 6 mois après, je crois. Mais du coup, à ma question, est-ce que les entrepreneurs doivent s'investir plus en politique ou est-ce que c'est perdu d'avance ? Ils doivent déjà créer de la valeur. Voilà. Ils doivent déjà se concentrer là-dessus. Alors, il faut bien comprendre qu'on ne dirige pas un pays comme on dirige une entreprise. Je pense que l'entrepreneur peut apporter beaucoup de valeur aux politiques en lui expliquant les choses, parce que souvent les politiques ne comprennent rien. Je pense même Bruno Le Maire, ministre de l'économie pendant je ne sais pas combien d'années, à la base il est écrivain. C'est-à-dire, lui il écrit des livres, c'est son rêve. Et en économie en fait c'est pas son métier. Donc il a besoin probablement de s'entourer, ou les ministres, les politiques ont besoin de s'entourer et d'être dans le concret. Et en fait, un entrepreneur est très pragmatique. Il n'y a pas plus dans le concret qu'un entrepreneur. On est loin des trucs bullshit, des trucs à la con, des discours en fait d'eau tiède, sans substance, où on dit tout et son contraire. On évite d'aller parler des sujets qui fassent. Nous, en fait, on est vraiment dans le concret. Et donc, je pense que c'est ça ce qu'on peut apporter. Maintenant, le politique, encore une fois, il est là pour se faire élire. Il va voir à 6 mois, à 4 ans maximum. Et après moi le déluge, et bien sûr que prendre des décisions qui seront politiquement difficiles et courageuses viendrait probablement annihiler la carrière politique de quelqu'un, parce qu'en fait ce serait le fusible, il dirait ok, on a besoin de faire ça, donc bam, là catastrophe, la rue en feu, il doit résister. Ça demande du courage. Ça demande du courage, et ça moi j'y crois pas. Je crois que personne en fait aura les reins solides pour le faire, ou si quelqu'un l'aurait, il ne serait pas forcément élire, parce qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui vote. Qui dit c'est les deux extrêmes majoritairement, quoi. Oui, alors tout à fait. Et en plus, le problème, c'est que les deux extrêmes sont socialistes collectivistes. Il y en a un qui est plus identitaire que l'autre. C'est des programmes très similaires. Mais c'est des programmes très similaires. Donc la France, en fait, de ce côté-là, elle est un peu coincée. Je ne vois pas d'espoir. Et donc, c'est pour ça que, de toute façon, moi, à titre personnel, aller en politique, pas forcément me présenter moi, mais en tout cas, aller pour essayer de faire quelque chose au niveau politique, je dis pas que je le ferai jamais, parce qu'à un moment, si je pense que je peux être utile, je le ferai. Mais ça me semble, en tout cas, ça me semble pas être la solution. Ça me semble pas être la meilleure solution, en tout cas la solution dans laquelle j'irai, parce que de toute façon, à partir du moment où on va là-dedans, les emmerdes, elles sont maximales et le retour, il est, à mon avis, assez faible. Oui, tu as plutôt tout intérêt d'investir toute ton énergie et ton temps dans ce nouveau projet The Bitcoin Society. Voilà, tout à fait, exactement. On va essayer essayer comme ça d'abord. Voilà, et faire en sorte que ça devienne suffisamment gros et important pour avoir une voix. Pour avoir une voix au chapitre et le faire de façon intelligente, puisque là, à partir du moment où on représente des intérêts, d'un point de vue global, sur un aspect entrepreneurial fort de création économique, là, on peut avoir voix au chapitre de manière, je pense, beaucoup plus importante qu'une personne toute seule qui ne représente qu'elle-même, finalement. Ouais, hyper aligné avec ça. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast, si vous êtes chaud. Ouais, bien sûr. C'est quelques petites questions rapides, évidemment, à chaque fois vous avez le temps d'y répondre. Rien de très compliqué. Qu'est-ce que vous faites pour aller mieux ? J'agis.
Je pense que l'action, c'est la solution à beaucoup de problèmes. J'allais répondre, je reste assis à contempler mon lac. Mais en fait, il a raison. L'action, évidemment. Ouais, c'est l'action. L'action de contempler son lac, c'est une c'est une action de contempler son lac. C'est un peu méditatif. Et voilà, mais non, la forêt, la nature, je pense que ça m'aide un petit peu. Mais c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus dans l'action que assis à contempler mon lac. Ouais. C'est quoi votre plus grand rêve ? Je pense que le plus grand rêve, en fait, c'est de faire l'entreprise qui est la plus grande possible. Alors, le plus impact. Le plus impact possible. Et c'est pas avoir le plus d'argent possible. C'est pas ça le plus grand rêve. Aujourd'hui, je m'en fous, j'ai déjà de l'argent, tu me rajouterais un zéro, ça ne changerait pas rien. Non, c'est vraiment se dire, j'ai réussi à créer la chose la plus importante possible, c'est d'aller au bout, en fait, de sa vision d'entrepreneurial et de pouvoir impacter le plus de vies possible, tant qu'à faire positivement. Ouais, c'est ça le rêve, hein, c'est de continuer d'entreprendre et de faire de plus en plus grand. J'allais dire la même chose, et moi, je vois vraiment mon parcours d'entrepreneur comme une carrière d'entrepreneur, qui est faite de différentes expériences, différents chapitres, différents rôles que je prends. Et pour moi, c'est ça aussi, c'est d'arriver à créer quelque chose de suffisamment impactant et grand, dont on va se souvenir, qui a vraiment un impact sur la vie réelle, et qui soit complètement aligné avec la personne que je suis, tu vois, qui soit un peu le prolongement de moi, et que je peux me dire, ce projet, c'est toutes mes tripes, quoi. Trop bien. C'est quoi votre plus grande peur ? Payer de l'impôt. Non, c'est une blague. Ça me permet de faire une périphrase là-dessus. En fait, quand on dit pourquoi est-ce que... Tout à l'heure, je dis, en fait, j'ai déjà suffisamment d'argent, donc il me rajoute un zéro, ça ne changerait rien. Donc, j'ai qu'à donner l'argent à payer en impôts. En fait, psychologiquement, c'est pas ça. Plus j'aurai des moyens et plus j'aurai, entre guillemets, de l'argent, plus je serai capable de réinvestir et d'entreprendre encore plus. Donc, je dirais que ma plus grande peur, ce serait dans la capacité de pouvoir entreprendre, de pouvoir recréer, d'être arrivé à un âge où, en fait... là, ça fonctionne plus, où je pourrais plus relancer. Parce que la vraie richesse, c'est pas forcément d'avoir de l'argent. La vraie richesse économique, c'est pas forcément d'avoir de l'argent, c'est d'avoir la capacité de pouvoir en générer. Ouais, je suis assez aligné aussi. Moi, c'est le fait de plus pouvoir créer, entreprendre, faire des choses. Donc ça peut passer par, tu vois, si ta santé t'en empêche, si tu n'as plus la foi, tu vois, quand j'ai arrêté Algar, moi j'avais plus la foi, je l'ai retrouvée, mais en fait tant que t'as ça, tu peux continuer à créer. Ça me fait penser à Bernard Tapie, tu vois, qui disait c'est comme un pianiste, quoi, tant qu'il a des mains, tant qu'on lui remet un piano, il peut continuer à jouer, et en fait quand t'es entrepreneur, c'est ça, parfois tu gagnes, parfois tu perds, parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, mais c'est un chemin, quoi. Ouais. C'est quoi le dernier livre qui vous a marqué ? Moi, c'est L'effet cumulé. Je l'ai lu récemment dans l'avion. C'est comme son nom l'indique, c'est le principe de l'effet cumulé, de faire des petites choses tous les jours, que ce soit dans le perso, le pro. C'est l'accumulation des choses que tu fais qui, à un moment, va créer un effet compound, quoi, en anglais, qui fait que ça va payer à un moment, quoi. C'est comme dans le sport, c'est comme dans tout. Même quand on n'a pas envie, parfois, la discipline... En fait, sur le long terme, si tu continues à faire toujours la même chose de plus en plus intensément, ça finit normalement toujours par payer, quoi. Très, très d'accord avec ça. Ouais, c'est Le soldat de l'hiver, d'Olivier Norek, qui raconte l'histoire d'un sniper, d'un tireur d'élite pendant la Seconde Guerre mondiale dans les pays nordiques, et comment, en fait, cette petite armée a réussi à tenir tête à l'envahisseur soviétique. Donc, livre incroyable, qui est très intéressant. Moi, je lis pas beaucoup de livres. Il y en a un qui a plus besoin de lire des livres business. Non, mais je lis pas de business. Non, mais c'est bien, justement, c'est bien d'avoir. Mais moi, j'essaie d'en lire plus aussi, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est important. Ouais. Moi, j'ai besoin de me changer les idées. Et donc, je lis plutôt des romans. Voilà. T'as bien raison. Je note la reco. C'est quoi le dernier film ou la dernière série qui vous a marqué ? Je suis allé voir le dernier avec Leonardo DiCaprio, Un combat après l'autre, je crois. C'est un truc comme ça, mais c'était en anglais. Alors, c'était en anglais sous-titré portugais. Donc, j'ai pas tout capté. Mais... T'étais focalisé sur les sous-titres. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a aidé à apprendre le portugais. Mais ouais, c'était ça. C'était très bien. En fait, dès que c'est DiCaprio, moi, je vais voir parce que j'adore. Donc, aussi, Moi, c'est une série sur HBO qui s'appelle Mobland, et qui est vraiment super. Donc là, voilà, on passe un très bon moment, un bon thriller. Donc, Mobland sur HBO, top série. Ok, trop bien. Je note la reco également. C'est quoi pour vous le plus important dans le fait d'entreprendre, s'il y avait une chose à retenir ? Vivre.
Ouais, le plaisir, quoi. Vivre sa Le vie, kiff. en fait, c'est ça. En fait, faire ce qu'on aime, c'est créer. Il n'y a rien de plus beau quand on entreprend que lorsqu'on on met son projet, son produit devant le public, quel qu'il soit, et qu'on regarde vivre, échouer ou réussir. Et aussi apprécier le chemin, tu vois. Parce qu'on est toujours dans le... Quand j'arriverai à ci, quand j'arriverai à ça, quand j'aurai fait cette Toujours sur la levée, step quand j'aurai d'après. sorti tel produit. Ouais, toujours sur le truc d'après. Mais une fois que c'est terminé, tu te dis, ah merde, que ce soit bien fini ou pas fini, le chemin, faut quand même réussir à Oui, parce qu'en fait, le kiffer, quoi. Il n'y a pas de terminus. Ouais, c'est un jeu sans fin. C'est un jeu sans fin, en fait, parce que même quand tu arrives au bout, peut-être parfois tu as des plateaux, des pauses où tu as besoin de te reposer, mais après tu repars. Moi, quand Ledger a réussi, qu'il est devenu une licorne, je me rappelle, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et j'étais déjà quand même bien fatigué. Et je me suis dit, ok, c'est incroyable, j'ai réussi, mais je vais m'arrêter là. Et je me suis dit, en fait, je suis pas Elon Musk. Tu vois, je dis, ça y est, j'ai atteint mon truc. Quelques années plus tard, maintenant, je me dis non, faut que je refasse encore plus gros, faut que j'aie un impact encore plus important. Et donc, peut-être que je suis Elon Musk après tout. Puis comme tu disais tout à l'heure, c'est pas... moi, je suis pas arrivé à ce niveau de succès encore, mais c'est pas une question d'argent, quoi. Non, mais c'est À un une moment, question, quand tu as en fait, fait une licorne, tu as de l'argent. Mais si tu veux aller toujours plus, c'est pas une question d'argent. Ouais, mais quand tu as fait une licorne, en fait, tu es capable de tout réinvestir. Tu vois, tout Bien ton sûr. capital, toute ta notoriété, tout le crédit que tu as créé, tout le réseau pour aller encore plus loin. Et c'est ça, en fait, c'est refaire tapis. C'est-à-dire que là, ce que je fais avec The Bitcoin Society, c'est vraiment un investissement global, de reprendre des risques, parce que c'est pas un projet simple, c'est pas un projet, en fait, qui laisse indifférent. Et donc, je repars vraiment à la bataille et en y mettant vraiment tout ce que j'ai. Donc, c'est ça l'entrepreneur, c'est de repartir et de prendre les risques parce qu'on veut aller créer quelque chose qui est plus grand que soi. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'aventures dans une vie. Ouais. Il y a plein de hauts, de bas, etc. Mais qu'on n'est pas notre nom et le fait qu'on soit pas connecté à notre business, à notre projet. Non, c'est clair. C'est ça que moi, quand je coach les gens maintenant et qui considèrent leur boîte comme leur bébé, j'essaie de leur faire comprendre que, ok, t'as de l'émotionnel, mais c'est pas ton bébé, tu vois. Peut-être qu'un jour il sera vendu, peut-être que tu vas t'en séparer, peut-être qu'il va mourir. L'émotionnel, il est bien sûr, parce que vous l'avez vécu, que ce soit avec Algar ou avec Ledger. Avec plusieurs boîtes, il y a des boîtes que j'ai lâchées avant, du jour au lendemain, je les ai laissées. J'ai arrêté en me disant non, cette boîte ça va pas, j'ai arrêté, je mets un trait sur 3 ans de ma vie, faut passer à autre chose. Et émotionnellement, on peut pas. Alors évidemment, il y a toujours quelque chose qui se passe, mais raisonner en mode c'est mon bébé ou les employés, c'est ma famille. Non, ça c'est toxique en fait. Et c'est vraiment à éviter parce que ça ne peut qu'amener vers des problèmes et des difficultés. Et tu repars jamais de zéro, de toute façon, tu repars toujours avec ton cumul d'expérience. Donc, ce que tu as fait en 10 ans au début, tu vas le faire en 5 ans, puis après tu vas le faire en 3 ans. Donc, c'est l'effet cumulé, tu vois. Tu repars jamais de zéro. Moi, on me dit toujours, t'es reparti de zéro. Bah non, je suis reparti avec 10 ans d'expérience, en fait. Donc, ce que je construis maintenant, si je l'avais fait à l'époque, il y a 10 ans, ça m'aurait pris 3 fois plus de temps. Donc, faut voir son parcours d'entrepreneur comme une carrière. Ça m'amène une autre question. Au moment de la fin de Algar et au moment de la fin de Ledger, est-ce que vous aviez aussi peur Ledger n'est pas terminé, hein, attention. Non, mais pour ma fin personnelle. Non, bien sûr. Mais justement, est-ce que vous aviez peur potentiellement aussi du regard des autres? Alors, pas du tout. Parce qu'en fait, au moment où j'ai quitté Ledger, je me suis dit, il y a quelque chose qu'on pourra, malgré tout, il y a quelque chose qu'on pourra jamais me retirer. C'est que je suis un des cofondateurs de Ledger. Et ça, en fait, on peut pas te le retirer. Et ça s'est arrêté là. Tu vois, j'ai pas psychoté plus. Ouais, moi je me suis dit ça aussi. Je me suis dit, j'ai rien gagné financièrement à la fin, même si, tu vois, j'ai été payé et tout, et il n'y a pas de problème, mais je me suis dit, je resterai à jamais le fondateur de Algar. Par contre, ce serait mentir de te dire enfin, tu vois, moi j'ai eu peur aussi, après c'est ma première boîte, hein, qu'on m'oublie. Tu vois, c'est vraiment le sentiment de... En fait, l'entrepreneuriat, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un moyen de t'émanciper. Et c'est un moyen aussi de devenir quelqu'un. Alors, je sais pas ce que ça veut dire devenir quelqu'un, mais quand tu entreprends, tu as un statut, tu es quelque chose, tu entreprends, tu as un impact dans la société. Et là, moi, je me suis dit, ah putain, la fin de ce chapitre, j'ai peur que ce soit la fin de moi.
Et puis après, c'est vite passé, tu vois. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, bon, l'argent, ok, j'ai fait le truc, j'ai accepté, j'en aurais pas, et puis c'est pas grave, j'en ferai plus tard. Mais ça m'a plus fait souffrir ok, j'étais fondateur, CEO de cette boîte et je le suis plus. Ça, c'était important pour moi. Ok. Bien plus que l'argent. Ouais, le statut, quoi. Ouais. Ok, très bien. Merci pour vos réponses. Merci. La question reverse, vous prenez le rôle de host pour une seule question, chacun. Ce serait quoi si vous aviez une question à me poser? Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu aussi longtemps sur ton projet de podcast? Parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui se lancent, qui dépassent jamais 5 épisodes. Ouais. Toi, 8 ans après, t'es encore là. Moi, je fais partie un peu des dinosaures. Ouais, voilà. Alors que c'est exactement la même question que j'allais poser, parce que l'environnement de podcast, c'est très difficile. Puis à un moment, on se lasse. Très peu en vivre, quoi. Ouais, c'est compliqué de réussir à monétiser. Là, 8 ans, enfin, c'est... Donc, en fait, quand j'ai créé ça, donc, j'avais 20 ans. Donc, j'en ai 28 aujourd'hui. En fait, au début, j'avais rien à perdre. J'avais tout à gagner. Et c'est ça qui a fait que je pense que j'ai tenu. Ma détermination aussi, ma résilience, et fait que je me vois encore... je fêterai les 10 ans dans 2 ans. Je me projette loin avec ce projet. Je pense qu'il y aura toujours des projets autour, mais ce projet restera central. C'est un projet fédérateur pour toi. Exactement, fédérateur. Et au départ, il n'y avait pas du tout d'objectif de monétisation, etc. Aujourd'hui, Serial est sponsor toute l'année par des marques. Donc je pense que c'est le fait de... Quand j'ai créé ça, je me suis pas plus projeté que ça, entre guillemets. Je me suis pas dit, il faut que je fasse tant de vues, tant d'écoutes, etc. Et c'est aussi ce truc où j'avais rien à perdre, en fait. Mais sur la durée, t'as jamais perdu la foi, tu vois. Si, c'est arrivé plein de fois. C'est vrai ? Ouais, bien sûr. Okay. En 2020, tu vois, 2021. Tu t'es posé la question. Ou quand on passe sur la période Covid, il n'y a plus aucun épisode physique de possible. Donc ça change complètement la relation au podcast, de se dire, potentiellement, on va faire que des podcasts à distance. Donc il y a moins de kiff. Et quand il y a moins de kiff, on est dans la pente descendante. Donc, et après, le kiff a repris. L'idée, c'était de remettre un plan d'action pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer la machine? Et en fait, en 2021, on a publié un épisode par semaine pendant 1 an. Et c'est là que le podcast a repris, qu'on a commencé à recevoir des opportunités commerciales, à recevoir des invités de plus en plus ouf en termes de parcours, en termes de personnalité, en termes d'aventure humaine. Et je pense que c'est le... Mais c'est bien, tu rappelles aussi à tout le monde que c'est les gens les plus déter qui finissent par y arriver, quoi. Il y a beaucoup de gens qui lâchent avant d'arriver au point où il se passe quelque chose, et ça prend du temps, en fait, de construire les choses. Tout le monde pense que tu deviens multimillionnaire en 2 ans. Non, une boîte, ça prend 10 ans, en fait. 20 ans. C'est très long. C'est très long, et il faut que tu puisses tenir jusqu'au moment où tu seras en capacité de voir si ça marche, tu vois. Exactement. Parce que des podcasts business, tu vois, j'en ai vu des milliers, des dizaines de milliers se lancer, je pense, ces 8 dernières années, mais qui, tu vois, pour la plupart, tenaient 3 mois, 6 mois, 8 mois, parce qu'ils se rendaient pas compte du taf qu'il y a derrière, en fait, sur la prépa, sur le pendant, l'après, enfin tout. Trouver les bonnes personnes, tu parlais de l'entourage aussi dans l'épisode, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes d'une aventure, quoi. Donc, bravo. Voilà, merci beaucoup. Et grâce à toi, j'ai découvert un super resto à Lisbonne. Exactement. D'un entrepreneur français en plus. C'est vrai. Il me reste 2 petites questions. Est-ce que vous avez une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode? Moi, j'en ai un qui est un de mes meilleurs amis et qui est quelqu'un qui communique très très peu. Il a fait très très peu de podcasts, mais il s'appelle Guillaume. Il a fait une boîte e-commerce qu'il a revendue au groupe But. Très beau succès, plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je le tanne toujours à lui dire, mais vas-y, maintenant il faut que tu partages, faut que tu dises aux gens ce que tu as fait, parce que c'est bien de parler de ceux qui n'ont pas réussi, mais ceux qui ont réussi, on veut savoir aussi. Donc je te donnerai le contact, si tu arrives à le convaincre de venir, je serai très content. Il est à Lisbonne? Il est à Lille. À Lille, ok, très bien. Moi, je pense à quelqu'un qui a vraiment un franc-parler, qu'on n'entend pas trop dans les médias, parce qu'il est assez discret, mais quand il ouvre sa gueule, c'est pas pour rien. Il s'appelle Frédéric Potter. Il a été investisseur chez Ledger. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le hardware. Je le vois dans 2 semaines. C'est vrai? Ouais, sur une conf. Avec l'objectif. Tu verras, c'est quelqu'un en fait qui a beaucoup de choses à dire, qui a les idées très tranchées, qui a beaucoup de choses à raconter. Il a fait plein de choses. Il a vendu une boîte de 100 millions. C'était pas Weezings?
Ouais, il a fait WeSings et ensuite il a fait Netatmo qui est vendu à Legrand. Et ensuite, il a travaillé sur des projets secrets à Apple. Et bref, il est assez iconoclaste. Donc, si jamais il accepte de faire un podcast, je pense qu'il y a vraiment de quoi passer un très bon moment. Ok, bah écoute, je le vois dans 2 semaines. Donc, bien sûr. Et la dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour vous un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un de libre. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui a choisi de prendre son destin en main, quoi. Tu vois, c'est de pas accepter la fatalité et de se dire, en fait, j'ai le pouvoir de construire quelque chose à partir de rien. Pas forcément de créer, tu vois. Entrepreneur, c'est pas innovateur, tu vois. J'aime pas quand on me dit, ah oui, il a créé ça, mais ça existait déjà, mais peu importe. En fait, c'est de réussir à en faire ta version, quoi. Je pense que c'est très connecté à ce qu'on s'est dit sur l'épisode. Ce sera parfait pour conclure le podcast. On mettra évidemment tous les liens en description. Le plus important, évidemment, Scale Club. Scale Club, c'est le moment, là. Exactement, c'est le moment. Surtout avec ce tarif avantageux de lancement. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Maximum de kiff? Ouais, du plaisir. Continuer d'entreprendre le plus longtemps possible. Trop bien. Bah écoute, je vous le souhaite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Salut.